Est le second de ma nouvelle série sur les modèles mentaux. Dans cet épisode, on va parler de comment avoir tort. Et le sujet peut sembler étrange au premier abord, car vraiment, qui a envie d'avoir tort? On veut tous avoir raison, mais si on y réfléchit bien, avoir raison, c'est facile. Par contre, avoir tort, c'est assez difficile, c'est assez douloureux, ça peut même être humiliant. Et avoir tort vous force à accepter vos limitations et à mettre à jour votre vision du monde. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler des deux façons d'échouer. Quand vous lancez une nouvelle entreprise ou un nouveau produit ou une nouvelle campagne marketing, eh bien, il y a deux façons d'échouer. Numéro 1, vous pouvez ne pas exécuter le plan que vous avez mis en place. Ou numéro 2, vous pouvez exécuter parfaitement le plan que vous avez prévu, mais le plan et votre exécution ne donnent pas le résultat que vous avez escompté. Et en fait, ces deux façons différentes d'échouer représentent une distinction qui est à mon avis importante dans la façon dont vous allez concevoir votre échec. Puisque dans le premier cas, si vous n'avez pas exécuté le plan que vous aviez décidé, eh bien vous avez échoué au sens propre du terme. Mais dans le second cas, si vous avez exécuté votre plan mais que les résultats n'ont pas été à la hauteur, eh bien vous n'avez pas vraiment échoué, vous avez simplement eu tort. Dans d'autres termes, c'est que votre vision du monde, autrement dit, les modèles mentaux que vous avez utilisés pour établir vos objectifs et pour établir les moyens que vous alliez utiliser pour les atteindre, eh bien ces modèles mentaux, votre vision du monde, n'étaient pas à la hauteur. Ils n'ont pas réussi à prédire le futur comme vous l'aviez espéré. Et dans cet épisode, je ne veux pas être trop froid et trop détaché parce qu'on traite la question de l'échec, la question d'avoir tort. Et avoir tort dans la théorie, c'est très facile. Mais la vraie difficulté de l'échec, c'est pas dans la théorie, évidemment. La théorie, c'est facile. On se dit, il suffit d'ajuster votre plan, de recommencer. Non, la vraie difficulté de l'échec, c'est dans la pratique. C'est les émotions qui vont avec. Et pour ça, je voudrais prendre avec vous un exemple réel de quelqu'un qu'on va appeler Caroline. C'est pas son vrai nom, mais c'est une vraie personne. Caroline a une idée simple. Elle vit au Vietnam et elle a accès à des artisans locaux de très bonne facture. Et elle est aussi intéressée par le milieu de la mode. Et donc, elle décide de monter un site web qui permet à des consommateurs occidentaux de pouvoir commander des sacs à main sur mesure qui sont ensuite fabriqués par les artisans locaux qui travaillent le cuir au Vietnam. Il y a beaucoup de choses qui sont bien parties dans son plan. D'abord, elle a choisi une catégorie de produits avec une demande qui est établie, avec un prix qui est élevé. Elle, de son côté, elle peut avoir des coûts de fabrication qui sont raisonnables et on pourrait même dire qu'elle a un certain avantage compétitif de par sa présence sur le terrain au Vietnam, sa maîtrise du langage et ses contacts. Évidemment, ceux d'entre vous qui sont expérimentés dans le marketing verront qu'il y a un élément assez important qu'il manque ici, c'est la question de comment est-ce qu'on va faire pour acquérir des clients. Pour beaucoup de débutants, évidemment, le modèle mental de la difficulté de créer un business se porte sur les choses les plus évidentes. C'est-à-dire comment est-ce que je vais fabriquer mon produit, comment est-ce que je vais créer mon site, etc. Et si vous n'avez pas ce modèle mental, le fait que la difficulté principale de ce type de business, ça va être de pouvoir attirer des visiteurs sur votre site, attirer une audience, attirer du trafic, peut facilement être loupé. Et donc, bien sûr, le résultat de ce projet entrepreneurial, c'est rien du tout. C'est un site qui est plutôt bien fait. C'est une chaîne de fabrication qui est prête à partir. Mais on n'a aucun trafic, aucune vente. Et bien sûr, comme on n'a aucun budget de promotion sur ce site, eh bien, rien ne bouge, rien ne décolle. Et on se retrouve avec tout est prêt pour partir, mais il manque cet ingrédient majeur qui est le trafic, les visiteurs. Et je finirai cette histoire plus tard dans l'épisode, parce qu'avant, je voudrais voir avec vous une conséquence importante de ce modèle mental qu'on a commencé à ébaucher, et c'est la question de quand faut-il abandonner. Donc certaines personnes vous diront qu'il ne faut jamais abandonner, il faut continuer, il ne faut jamais abandonner ses rêves, il faut toujours partir, etc. À mon sens, ce n'est pas exact, ou en tout cas, c'est imprécis. Puisque dans beaucoup de cas, quand vous allez vous lancer dans un nouveau projet, et c'est le cas de Caroline, c'est que votre plan d'origine va être simpliste. Il va être irréaliste. Il va passer à côté d'un élément crucial, mais qu'il n'est pas évident de l'extérieur. C'est-à-dire ici, le trafic web.
Et donc, ce qui peut pousser quelqu'un comme Caroline à s'attaquer à un marché du sac à main qui est un marché massif avec des très grosses marques qui sont actives sur le marché, quand elle n'a pas de plan précis ou de vision précise de comment est-ce qu'elle va faire pour se différencier ou se positionner face à ces marques. Et elle n'a ni le budget ni les compétences pour combler ce trou-là. Et ça peut sembler évident vu de l'extérieur, mais dans la pratique, j'ai réalisé qu'on a tous nos propres points morts dans notre vision du monde, dans notre vision de nos projets. Et en particulier, si on a envie de croire à quelque chose, on a envie de croire que quelque chose va marcher, il est facile de ne pas voir des obstacles ou des compétences qui nous manquent ou des problèmes qu'on choisit d'ignorer ou qu'on choisit de laisser pour plus tard. Je vais vous donner un exemple qui vient de ma propre histoire. C'est le départ de Marketing Mania. Quand Marketing Mania a été conçu pour la première fois, il avait un positionnement et un marché cible qui était assez différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. Au départ, Marketing Mania avait été conçu comme un service de pub Facebook pour les instituts de formation. Donc, je ciblais des PME qui avaient une cinquantaine ou une centaine d'employés, qui avaient déjà une stratégie web assez développée, une stratégie marketing déjà bien établie, qui avaient du budget, qui avaient beaucoup de chiffres d'affaires. On parle de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros. Et qui pouvaient largement bénéficier en particulier du retargeting. Donc, c'était quelque chose de très précis, dont j'étais très fier. J'étais convaincu que ça allait être quelque chose qui pouvait être très grand, très rapidement, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages. Le fait que les entreprises cibles étaient faciles à toucher, le fait qu'ils avaient du budget, le fait qu'on pouvait leur apporter beaucoup de valeur rapidement. Le problème de cette idée-là, c'est évidemment qu'il y avait un point mort. Et le point mort, dans mon cas, ce n'était pas comment attirer des clients, puisque les clients, j'ai pu assez facilement les attirer. Le point mort, ça a été, premièrement, que le succès ou l'échec d'un tel business, où vous allez vendre à des PME qui ont une centaine d'employés, repose sur votre capacité à gérer le cycle de vente. Donc, ça ne repose pas sur ma capacité à faire des pubs Facebook efficaces, ou à attirer des clients sur mon site, ou même à décrocher des rendez-vous avec des gens qui prennent des décisions. Mon succès repose sur ma capacité à passer 45 minutes au téléphone avec quelqu'un, à lui expliquer qu'est-ce que c'est que le retargeting et pourquoi il en a besoin. À lui expliquer pourquoi est-ce que c'est différent de ce qu'il fait déjà sur Facebook. À lui expliquer pourquoi est-ce que la personne qui s'occupe chez lui du social media n'a pas les compétences pour mettre en place le retargeting. Donc, c'est un travail de vente au téléphone qui est répétitif. Et le deuxième point, c'est que le travail de vente était largement plus riche que je l'avais anticipé. Et quand je dis riche, c'est l'idée que mon marché cible était beaucoup moins éduqué que je ne l'avais cru. Dans mon idée d'origine, une personne qui dirige une entreprise qui fait du marketing sur le web comprend ce qu'est le retargeting, comprend ce qu'est la pub Facebook, comprend ce qu'est un cookie. Dans la pratique, j'ai rapidement découvert que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est donc là le deuxième point mort. Le deuxième point mort, c'est que la plupart des gens n'avaient aucune idée de quoi je leur parlais. Et donc, je pouvais leur expliquer, je pouvais leur apprendre. Mais d'un coup, je passe d'un business qui est un service simple, facile à mettre en place, qui apporte beaucoup de valeur, à un business qui demande de faire des heures et des heures par semaine au téléphone avec des prospects et aussi avec les clients actuels, puisque c'est des gens qui n'étaient pas capables vraiment de lire un rapport chiffré. Et donc, au bout de quelques mois à m'attaquer à ce marché-là, j'avais eu des bons succès initiaux, mais j'avais aussi eu l'occasion de mettre à jour ma vision du monde. Et en particulier, j'ai mis à jour ma vision de cette opportunité, la vision de ce business plan, la vision de ce marché cible. Et je me suis aperçu que le business que j'étais en train de construire était épuisant pour moi, que je passais mon temps au téléphone, que je construisais un business que je ne pouvais pas supporter. Et donc, j'ai au fur et à mesure déplacé l'ensemble du positionnement du site, déplacé l'ensemble de mes activités pour ne plus devenir dépendant de ses clients. Et au fur et à mesure, on s'est débarrassé de ces clients d'origine qui demandaient beaucoup de reporting, qui étaient assez complexes à gérer. Et je suis passé sur un marché avec des clients plus petits qui rapportaient moins d'argent, mais où je pouvais directement traiter avec le fondateur du business qui savait de quoi je parlais. J'ai cessé complètement de faire de la prospection. C'est quelque chose qui marchait bien, mais qui m'épuisait. Et je suis passé sur un modèle entièrement inbound où maintenant les gens viennent me voir pour travailler avec moi.
Et bien sûr, l'étape suivante de cette transformation-là a été que de plus en plus, je m'oriente vers de la formation sur Marketing Mania, ce qui me permet de libérer encore plus de temps et de me concentrer encore plus sur les parties qui m'intéressent, comme par exemple enregistrer ce podcast. Et donc cet exemple-là vous donne une petite idée de la réponse à la question de comment abandonner. Est-ce que j'ai abandonné mon plan d'origine de créer une agence de pub Facebook pour les instituts de formation ? La réponse, c'est oui. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a du sens de continuer à suivre un plan quand le plan a été établi sur la base d'informations qui sont désormais obsolètes ? En d'autres termes, depuis que vous avez établi ce plan, cet objectif, vous avez appris plus de choses sur le monde, sur le business, sur le marché, sur vous-même, sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez. Et donc, votre vision du monde, de vos objectifs ont été mis à jour. Est-ce que ça a du sens de continuer à poursuivre cet objectif ? La réponse, bien sûr, en tout cas à mon sens, c'est que c'est pas le cas. C'est que si vous êtes dans cette situation, eh bien, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de honteux, il n'y a pas besoin de vous sentir coupable de mettre à jour votre plan. Un autre exemple qui m'a pas mal marqué, c'est une anecdote qui est venue dans une interview que j'ai écoutée récemment sur un Mixergy. Et c'est l'histoire d'un gars qui avait créé une application de calendrier en ligne, ce qui est une très bonne idée. Le problème, c'est que 18 mois après avoir lancé son business de calendrier en ligne, Google Calendar est sorti. Et dans cette situation, du jour au lendemain, il peut mettre la clé sous la porte. À partir du moment où Google Calendar sort, son business est voué à l'échec. Il ne pourra jamais le rendre viable, il ne pourra jamais le faire fonctionner. Donc essentiellement, le monde a changé, la situation a changé. Et dans ce cas-là, il faut être capable d'admettre rapidement que le plan a changé et que les choses doivent être abandonnées. Et de mon point de vue, assis aujourd'hui dans mon petit coworking à Ho Chi Minh, c'est facile de porter un jugement sur ce mec et de dire c'est évident, son business est mort. Pensez au mec qui a passé 18 mois à travailler jour après jour sur son business et qui doit accepter du jour au lendemain que c'est fini, que voilà, on met le plan à la poubelle, on passe à autre chose. C'est pas facile. Et c'est pour ça que l'élément suivant que je voulais mentionner avec vous, c'est l'idée de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est la première compétence qui est importante si vous voulez avoir tort. Et si vous voulez avoir tort de façon efficace et être flexible. La régulation émotionnelle, c'est la capacité à ne pas se laisser submerger par vos émotions. Et là, ça compte les émotions positives ou les émotions négatives. Dans beaucoup de cas, une positivité excessive peut être dangereuse parce qu'elle vous aveugle à des obstacles légitimes. Si vous êtes le mec qui a créé son calendrier et que vous êtes ultra positif et que vous vous dites « on s'en fout, tout est possible, sky is the limit, Google est concurrent avec nous, on s'en fout, on va y aller », vous êtes foutu. Votre positivité excessive va vous faire perdre des années de votre vie qui auraient pu être mieux utilisées autre part. Et bien sûr, cette histoire se finit bien puisque derrière, il a monté d'autres business et il a eu du succès autre part. Et donc, ce qui est important de mentionner, c'est que la régulation émotionnelle, ce n'est pas refouler vos émotions. Au contraire, parce que si vous voulez refouler vos émotions, vous allez prétendre que tout va pour le mieux. Et vous allez refuser de mettre à jour votre vision du monde. Et ça, comme on l'a vu, c'est dangereux. Et je voudrais vous donner un autre exemple du danger que peut être le fait de refouler vos émotions. Du danger d'une positivité excessive quand vous ne pouvez pas faire face justement à ces émotions négatives, à cette déception, à cet échec. Et cette histoire est l'histoire d'une jeune auteure qui s'appelle Emily Gould, qui avait vendu son premier livre avec un grand succès à un éditeur new-yorkais et qui avait reçu une avance conséquente de 200 000 $. À ce moment-là, Emily Gould habite à Brooklyn. Elle décide de prendre un appartement. Elle paye 1700 € de loyer par mois. 1700 $ de loyer par mois, plus 400 € d'assurance santé. Elle vit une petite vie de bobo new-yorkais à Brooklyn. Elle vit le lifestyle de l'écrivain, de la personne qui a réussi. Et on peut le dire que quand vous avez reçu une avance de 200 000 $ de votre éditeur pour un bouquin qui est uniquement à moitié fini, c'est assez spectaculaire. Ça veut dire que l'éditeur espère que votre bouquin soit un best-seller. Le problème, c'est que
au bout de quelques mois, quelques années, il s'est avéré que le bouquin d'Emily Gould n'était pas un best-seller. Et au contraire, c'était un échec commercial. Elle explique que son bouquin a vendu uniquement 8000 exemplaires et que c'est uniquement un cinquième, donc elle aurait dû en vendre 40 000 pour que son bouquin ne soit pas considéré comme un échec. Évidemment, il aurait fallu en vendre encore beaucoup plus pour qu'il soit considéré comme un succès, comme le best-seller qui était escompté. Je cite un article qui a été écrit par elle plus tard, rétrospectivement, sur l'expérience de ces 3 années après la suite de son bouquin pendant qu'elle vivait sur ses 200 000 $. À un moment donné, je me suis dit que je pourrais trouver un autre job après avoir terminé le livre. Mais ensuite, je me suis convaincu qu'il serait plus facile d'écrire si je devenais à la place prof de yoga. Je me disais aussi que j'écrirais immédiatement un autre livre, qui se vendrait immédiatement, comme le premier, avant d'en avoir écrit la moitié. Pour croire à tout ça, il a fallu que je me coupe de toute réalité pratique, car imaginer ces réalités était comme se préparer à l'échec. En y repensant, il est clair que je n'aurais jamais dû dépenser autant dans mon loyer et dans mon assurance santé. Fin de la citation. Ce qui est frappant ici, c'est que ce n'est pas que son projet artistique, qui est son livre, échoue, puisque la majorité des projets artistiques, la majorité des livres ne sont pas des best-sellers. Ce qui est frappant dans cet article, dans cette histoire, c'est de voir que pendant 3 ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision du monde. Et que pendant 3 ans, elle a du mal à mettre à jour sa vision surtout d'elle-même. Et elle continue à se voir comme une jeune prodige de l'écriture, comme une écrivain en vogue, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, comme quelqu'un qui peut se permettre de vivre dans un appart à Brooklyn à 1 700 $, alors qu'elle ne fait pas rentrer un seul sou. Elle explique que de certaines années, elle a gagné moins de 7 000 $ en étant justement prof de yoga à mi-temps, et qu'elle vit donc sur cette avance d'un bouquin qui a été un échec commercial. Je cite, « On se dit qu'on va commencer par changer ses habitudes. Entre guillemets, je vais arrêter d'acheter du café chic, je vais arrêter d'acheter de l'eau en bouteille, etc. » Fermez les guillemets. Mais en réalité, ces habitudes ont la vie dure. Je n'ai arrêté de boire de l'eau en bouteille que quand je n'avais littéralement plus jamais aucun argent dans mon porte-monnaie. Fin de citation. Cette histoire-là est racontée dans un article que Emily Gould a écrit sur Medium. L'article s'appelle « How much my novel cost me », donc combien est-ce que mon roman m'a coûté. Et c'est une histoire qui m'a personnellement beaucoup touché parce que je me sens vulnérable à ce type de distorsion de la réalité. Je me sens vulnérable à une auto-hypnose. Et fondamentalement, on l'est tous. Je mettrai le lien vers cet article, comme vers toutes les ressources mentionnées dans cette série de podcasts, à l'adresse marketingmania.fr/modèle, avec un S à la fin. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la psychanalyse ou qui ont un petit peu lu des choses sur Freud, c'est le concept de refoulement. C'est l'idée que l'être humain n'est pas forcément parfaitement adapté à voir la réalité comme elle est. Et qu'il est facile d'ignorer certaines émotions négatives avec un grand danger. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes marketeur, vous pouvez ignorer des choses importantes juste parce que voir ces choses en face serait trop douloureuse pour vous. Et donc, on revient sur cette idée de la régulation émotionnelle. L'idée ici, c'est que la partie la plus importante quand vous allez échouer, quand vous allez avoir tort, c'est de gérer vos propres émotions pour mettre à jour votre vision du monde. On revient sur ce dont on a parlé dans l'épisode 1, dans le fait que si vous êtes André Agassi, la chose la plus importante si vous voulez gagner Wimbledon ou Roland Garros, c'est de pouvoir réguler vos propres émotions. Et si vous êtes aujourd'hui un marketeur, sauf si vous avez une chance absolue, eh bien vous allez avoir des projets qui vont échouer, des vidéos qui ne vont pas marcher, des podcasts qui ne vont pas être aimés, des campagnes Facebook qui ne vont pas être rentables, des produits que vous allez lancer d'un point de vue e-commerce qui vont se planter, qui ne vont pas se vendre. Et la marque de votre succès sur le long terme, ça va être comment est-ce que vous allez faire face à ces échecs. Et encore une fois, c'est pas juste de vous dire il faut rebondir, il faut repartir. Oui, c'est important. C'est comment est-ce que vous allez tirer les leçons, comment est-ce que vous allez mettre à jour votre vision du monde. Et pour ça, je voudrais prendre un autre exemple avec vous. Parce que quand je vous raconte l'histoire de la jeune auteure Emily Gould, faut vous dire que vous faites face au cas d'une artiste un peu rêveuse et que c'est normal qu'elle ait du mal à voir la réalité des choses et que voilà, les écrivains, les auteurs sont un peu dans leur propre monde. Et si je vous disais que dans le monde de la finance, les mêmes concepts sont utilisés. Ici, je m'appuyais sur un livre qui s'appelle « What I Learned Losing $1 Million ». Donc, qu'est-ce que j'ai appris
en perdant $1 million. Le livre a été écrit par un monsieur qui s'appelle Brendan Moynihan et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Jim Paul. Jim Paul, c'est un financier qui a fait beaucoup d'argent. Il a réussi sur les marchés et il se dit qu'il a un don. Il a le don de prédire le futur des marchés. Il a le don de l'investissement. Il a le toucher de Midas. Ce qu'il touche se transforme en or. Et donc, il se met à investir de plus en plus et à un moment donné, ses positions commencent à mal tourner. Il commence à perdre de l'argent. Mais bien sûr, il sait lui-même qu'il a un don. Il a gagné tellement d'argent qu'il a un don. Il sait qu'il est doué. Et donc, il décide d'emprunter de l'argent pour couvrir ses pertes et pour se refaire. Le biais classique du parieur. Il se refait, il emprunte, il essaye de remonter. Il emprunte de plus en plus. Il est convaincu à chaque moment qu'à tout moment, le marché va tourner. Le marché va lui donner raison. Et bien sûr, comme l'a dit Benjamin Graham, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester dans le vert. Et en l'occurrence, il se trouve dans une situation où il ne peut plus emprunter suffisamment pour couvrir ses pertes. Il découvre qu'il est en faillite. Et donc, on est dans l'histoire de quelqu'un qui a fait des millions sur les marchés financiers. Quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est un investisseur, quelqu'un qui est intelligent. Et pourtant, il découvre au final qu'il a laissé son succès lui monter à la tête. Il a laissé son succès embrouiller sa vision du monde. Il a laissé son succès ne pas lui faire voir qu'il pouvait avoir tort dans une certaine situation. Et donc, sa vision du monde ne peut plus être mise à jour. Et donc, il se met à investir de façon irrationnelle dans des positions qui sont intenables sur le long terme. Et cette histoire est très similaire à l'histoire de Emily Gould. On a l'histoire de quelqu'un qui est un succès initial. On a une avance de $100 000, on a des succès initiaux sur les marchés et qui décide de mettre à jour sa vision d'eux-mêmes et du monde en se disant qu'ils sont un génie, qu'ils sont un prodige, qu'ils sont destinés à réussir. Et plus tard, le monde leur envoie des signaux qui sont différents, des signaux qui sont négatifs. Et pour protéger leur identité, pour protéger leur vision d'eux-mêmes, ils vont refuser de mettre à jour leurs idées. Ils vont continuer à s'accrocher aux idées positives jusqu'à arriver à la ruine, à la dette et à une situation qui est très difficile. Et uniquement quand l'ensemble de l'édifice s'écroule et qu'ils se retrouvent sous une montagne de dettes, qu'ils se retrouvent ruinés, qu'ils n'ont plus d'argent pour payer leur loyer, uniquement à ce moment-là vont-ils s'apercevoir que ils avaient fait cette erreur et qu'ils avaient voilé leur face pendant si longtemps. Et c'est pour ça qu'on en arrive à notre prochaine section, qui est l'idée d'isoler votre ego. Et pour les besoins de ce podcast, je vais définir l'ego de façon très simple. Votre ego, de la façon dont je l'entends dans ce podcast, c'est votre idée de vous-même. Et donc, l'ego, c'est la partie de vous-même, c'est la partie de votre esprit qui cherche à se maintenir à tout prix. C'est la partie qui résiste les évolutions, même à les évolutions positives. J'ai 2 exemples là-dessus qui sont intéressants. Le premier exemple vient de la séduction. Quand vous travaillez avec des hommes, parce que moi je travaille beaucoup avec des hommes en séduction, vous essayez de transformer quelqu'un qui toute sa vie a vécu dans une situation où il s'est senti inférieur. Et donc il a intégré dans son identité qu'il était inférieur, qu'il n'était pas désirable. Et bien souvent, vous serez surpris du type de clients que vous recevez dans ce type de marché, où vous avez des gens qui sont par tout égard des mecs très bien, très sympas, même attirants d'un point de vue physique, si je dis ça moi-même, qui, par exemple, ont un bon boulot, qui ont leur vie de façon très stable, qui font du sport, tout ce que vous pouvez imaginer d'un homme désirable, mais qui ont, pour une raison ou pour une autre, intégré dans leur personnalité qu'ils n'étaient pas attirants, qu'ils n'étaient pas désirables. Et changer cette vision d'eux-mêmes est très difficile. C'est-à-dire que même quand votre vision de vous-même est négative et même quand le monde vous envoie des signaux positifs, eh bien l'ego va s'accrocher à son existence actuelle. L'autre exemple, c'est une idée qui vient d'un livre qui s'appelle Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz. Maxwell Maltz est un chirurgien esthétique et il a découvert que les gens qui venaient dans son cabinet et qui avaient un complexe physique important qu'ils cherchaient à résoudre pouvaient avoir une opération avec un grand succès et pouvaient effacer totalement leur complexe physique. Mettons qu'ils avaient un gros nez, on va réparer leur nez, ou ils avaient les oreilles décollées, on va recoller leurs oreilles.
Ils ont donc réparé leur concept physique. Mais Maxwell Maltz a découvert que bien souvent, le fait de réparer cette imperfection physique ne change pas leur perception interne, puisque l'ego, c'est la partie qui cherche à se maintenir et qui résiste les évolutions. Et donc, il a découvert que la chirurgie esthétique, bien souvent, ne suffisait pas à résoudre un complexe physique. Et si on reprend les deux exemples qu'on a donnés dans la section précédente, qui sont Emily Gould, la jeune auteure new-yorkaise, et Jim Paul, le financier à succès, eh bien, c'est pareil, ils cherchent à maintenir une vision d'eux-mêmes. Ce qui est donc le contraire, bien sûr, de mettre à jour leur vision du monde. Et donc, si vous voulez prendre de meilleures décisions en business, en marketing et dans la vie en général, une bonne étape, c'est de commencer à séparer votre ego de vos décisions. Et cette idée-là, c'est pour moi une des meilleures raisons, et ça va sembler étrange, c'est une des meilleures raisons, un des meilleurs arguments pour avoir ce qu'on appelle en anglais la work-life balance, donc un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot. Je ne suis pas convaincu qu'avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie au boulot soit positif pour être plus productif. Les gens vous disent qu'il faut beaucoup de repos pour être productif. Je ne suis pas convaincu. Je pense que certaines personnes qui ont une concentration absolue sur leur travail sont extrêmement positifs. En revanche, les gens qui ont une concentration absolue sur leur travail, qui ont une grande productivité, ont un talon d'Achille majeur, qui est que comme leur travail et leur vie, ils auront beaucoup plus de mal à faire face à l'échec, à faire face à un changement de situation. Imaginez encore une fois le mec qui a passé 18 mois à travailler sur son calendrier en ligne et qui se fait couper l'herbe sous le pied par Google. Imaginez que ce mec-là n'a fait absolument que travailler pendant 18 mois. Est-ce qu'il va réussir à admettre que ces 18 mois ont été perdus? Mettez ça en contraste avec quelqu'un qui a travaillé dur pendant 18 mois, mais qui avait une vie à côté, qui avait un ego qui était investi dans différentes choses. Je sais pas, il joue au baseball dans sa ligue régionale, il est président d'un club de philatélie, il a des enfants, il peut courir un 10 km très rapidement. Donc son ego est pas entièrement concentré dans son travail. Eh bien, ce mec-là aura facilement beaucoup plus de facilité à accepter certaines choses. Et un exemple que je vais donner là-dessus, et je vous propose de prendre cet exemple-là avec 3 ou 4 grains de sel, une bonne poignée de sel même, c'est l'exemple de Steve Jobs. Puisque cet exemple-là est une lecture que je fais du nouveau livre qui a été fait. Donc il y a 2 livres sur Steve Jobs, le nouveau qui s'appelle Becoming Steve Jobs, écrit par Brent Chandler et Rick Tetzelli, qui se centre sur la transformation que vit Steve Jobs entre le moment où il est viré d'Apple en 1985 et le moment où il revient en 1997. Et il semble que, à son retour, Steve Jobs est devenu moins égomaniaque. Il a une vie qui est plus équilibrée. Il a maintenant des enfants et il est plus apte à accepter quand il a tort, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand les choses vont mal. En ayant mieux diversifié son identité et probablement en ayant passé 12 ans en exil pendant lesquels les choses ne se passaient pas comme il voulait, il a appris ses compétences de régulation émotionnelle. Il a appris comment séparer son ego, en partie au moins, de ses décisions d'un niveau business. Et comme son ego est moins monopolisé par son entreprise, eh bien, il a un meilleur contact avec les gens et il a de meilleures capacités à prendre des décisions et à réfléchir de façon innovatrice. Et tout ça m'amène à un sujet autour duquel j'ai tourné tout au long de cet épisode, et c'est la pensée négative. La pensée négative, c'est l'idée que vous allez anticiper l'échec. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous vend avant tout la pensée positive. En tout cas, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu du business, dans le milieu du succès, dans le milieu du développement personnel, il faut toujours penser positif. Mais comme j'ai essayé de vous le montrer tout au long de cet épisode, il peut y avoir des risques, et moi-même je les ai vécus, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, à penser de façon trop positive. Et donc dans cette section, je voudrais vous donner 3 exercices précis, concrets, que vous pouvez utiliser pour appliquer ce concept de pensée négative. Le premier, c'est le concept du pré-mortem. Donc, le pré-mortem, c'est un post-mortem, mais avant l'action en question. Donc, un post-mortem, évidemment, c'est quand vous avez fait une action, un projet, et a posteriori, vous allez décomposer ce qui s'est passé et ce qui s'est moins bien passé. Un pré-mortem, c'est la même chose, sauf que vous allez le faire avant même le départ du projet. En d'autres termes, quand vous lancez un nouveau projet, vous allez vous demander
Dans quelles circonstances et sous quelles conditions est-ce que ce projet pourrait échouer? C'est un concept qui est cher aux stoïques. Personnellement, j'ai beaucoup lu Sénèque, et Sénèque vous parle de comment se préparer émotionnellement à des circonstances négatives dans votre vie. Donc, comment se préparer émotionnellement, par exemple, à la pauvreté, à la mort de vos proches, et il vous conseille de visualiser les situations négatives futures afin de vous y préparer. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans le stoïcisme dans cet épisode parce qu'il est déjà suffisamment long, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai deux ressources à vous conseiller. La première, c'est l'épisode numéro 30 du podcast Nomade Digital. Donc si vous tapez Nomade Digital, épisode 30 ou Nomade Digital et stoïcisme, vous trouverez l'épisode en question qui porte entièrement sur le stoïcisme que j'ai co-enregistré avec Paul. Et la deuxième ressource, c'est mon intervention chez Antoine Blanche-Maison, qui est pour le coup une vidéo un peu plus courte qui permet de poser les bases du stoïcisme. Vous pouvez taper Antoine Blanche-Maison, stoïcisme, Stan Leloup, vous devriez trouver ça sur YouTube. Second exercice pour pratiquer la pensée négative, c'est la pratique d'expliciter vos hypothèses. Je vous ai parlé tout à l'heure du départ de Marketing Mania. Et au départ de Marketing Mania, j'avais certaines hypothèses qui étaient que j'allais pouvoir rapidement gagner des clients car ils avaient des besoins, ils étaient faciles à identifier et parce que la prospection marchait bien. Une hypothèse qui avait mal été explicitée et en tout cas qui a été rapidement falsifiée a été l'idée qu'on allait pouvoir rapidement gagner des clients. Et la raison pour laquelle cette hypothèse a été falsifiée, c'est parce que, évidemment, les grosses boîtes prennent longtemps à décider. C'est un point mort, encore une fois, qui peut sembler évident si vous êtes un peu dans ce milieu-là, mais qui pour moi ne l'était pas, parce que j'avais passé beaucoup de temps à faire du B2C et à travailler avec d'autres entrepreneurs, et je n'imaginais pas qu'une boîte qui a quelques centaines d'employés peut facilement mettre 2 mois à prendre la décision sur un projet. Et si j'avais été plus diligent, plus précis pour mettre de façon explicite ces hypothèses sur le papier, si j'avais écrit sur le papier hypothèse, on peut avoir un cycle d'achat entre le moment où je parle au client et le moment où on fait la vente de moins de 3 semaines. Et si j'avais essayé de valider cette hypothèse, ça aurait été assez facile. Il aurait suffi d'aller parler à quelqu'un en agence et de dire, en moyenne, combien de temps est-ce que les gens prennent pour prendre une décision de travailler avec toi? Les gens m'auraient dit, en moyenne, ça prend 2 mois et demi de cycle d'aller-retour, d'appel, etc. Et si cette hypothèse avait été explicite, il aurait été facile de la tester. Et donc, quand vous faites un projet, essayez d'expliciter les différentes hypothèses, les différentes conditions que vous avez besoin pour avoir un succès sur ce projet. Troisième point de la pensée négative, c'est de prédécider un point de sortie. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur, et c'est l'erreur qu'a commis Jim Paul dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, un investisseur qui est discipliné, il va choisir à l'avance à quel point est-ce qu'il va sortir du marché. Donc, il va dire, j'entre dans le marché à $59 par action. Si on descend en dessous de $55, je sors quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il a protégé son risque de perte. Au pire du pire, il va perdre $4 par action achetée. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que même si vous êtes un investisseur, a priori, vous êtes rationnel, les gens qui sont expérimentés, les gens qui ont passé du temps dans les marchés, vous expliqueront que au moment où votre position commence à tourner de l'œil, au moment où votre action commence à baisser, il est facile de s'accrocher, il est facile de se dire « Non, ça va remonter, j'ai raison, c'est qu'une question de temps ». Il est facile de prendre des pertes très élevées parce que vous n'avez pas été capable de reconnaître que vous aviez tort. Et il est plus facile de prendre ces décisions à l'avance parce que les émotions ne sont pas encore fortement excitées à ce moment-là. Si on prend l'exemple de notre fameuse Emily Gould, une façon dont on aurait pu calculer son point de sortie serait de calculer une marge de sécurité. C'est une pratique qui est fréquente chez les entrepreneurs, chez les artistes, c'est de se dire à tout moment, j'ai besoin d'avoir, mettons, 1 an de dépenses dans la banque. Et si je tombe en dessous du niveau où j'ai moins de 1 an de dépenses d'avance, c'est alerte rouge. Ça veut dire que là, il y a un danger. Il faut que je prenne un boulot maintenant, ou que je me retombe sur quelque chose, que je fasse de l'argent, que je résolve cette situation. Mais comme elle n'avait pas établi cette marge de sécurité, elle a vu, mois après mois, son compte en banque baisser un petit peu, et un petit peu plus, et un petit peu plus. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille que vous mettez dans l'eau,
Et si vous la jetez directement dans l'eau bouillante, elle va sauter de l'eau, elle va sortir directement. Mais si vous la mettez dans l'eau tiède et que vous mettez de plus en plus de température, eh bien, elle va se faire bouillir vivante. Si vous perdez au fur et à mesure de l'argent, eh bien, il est facile de se convaincre que les choses vont à tout moment changer. Alors que si vous avez à l'avance décidé d'un point de sortie, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Le dernier exemple sur l'idée des points de sortie vient de l'alpinisme. Il vient d'un bouquin qui s'appelle Into Thin Air de Jon Krakauer. Et ce livre est une histoire vraie qui raconte l'expérience personnelle de Krakauer qui va escalader l'Everest lors d'une expédition en été 1996. Et la caractéristique qui est intéressante ici, c'est le concept de l'heure de demi-tour. Donc quand vous faites une expédition comme celle-ci, vous allez prendre plusieurs semaines essentiellement pour aller au sommet. Et vous allez avoir un jour où vous allez être au camp numéro 4, donc le camp qui est le plus proche du sommet, et vous allez vous lever très tôt le matin et faire le dernier push vers le sommet pour arriver au sommet. Le problème, c'est que plus vous êtes élevé sur la montagne, plus c'est dangereux. Et donc, quand vous faites cette dernière journée pour aller vers le sommet, vous allez mettre en place une heure de demi-tour. Et dans cette expédition, sur l'Everest, en 96, on avait fixé une heure de demi-tour à 14 heures. Ce qui veut dire qu'on va tous monter. À 14 heures, si vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, quoi qu'il arrive, vous faites demi-tour. L'idée étant que si vous continuez à avancer après 14 heures, il y a des risques que vous soyez sur le sommet trop longtemps, il y a des risques que vous commenciez à manquer d'oxygène ou que vous soyez coincé par une tempête. Et normalement, ce concept d'heure de demi-tour est très strictement appliqué par les guides qui accompagnent l'expédition. Et en l'occurrence, je vais me concentrer sur le personnage qui s'appelle Doug Hansen. Donc, encore une fois, c'est une vraie personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit personnage. Sur un monsieur qui s'appelle Doug Hansen. Et Doug, il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était postier, il avait économisé pendant plusieurs années pour se payer l'Everest. Il avait été à l'Everest en 95. Il avait presque été au sommet. Et là, non, c'était l'heure de demi-tour. Il avait dû redescendre sans arriver au sommet. Et donc, il était postier et l'Everest, ça coûte quand même $60 000 pour faire cette expédition. Donc, l'an suivant, il revient, il fait des économies, il revient, il remet $60 000 sur la table pour monter. Et rebelote encore une fois, on arrive à l'heure de demi-tour, on arrive à 14 heures et il n'est pas encore arrivé en haut. Et à ce moment-là, il a passé plus d'1 an à être obsédé par cette idée d'arriver au sommet de l'Everest. Et donc, il convainc son guide d'ignorer l'heure de demi-tour. Il convainc son guide dans l'émotion du moment, de revenir sur la décision qui avait été prise à froid, de dire à 14 heures, quoi qu'il arrive, on fait demi-tour. Et ils vont continuer, ils vont arriver au sommet, mais ils vont arriver au sommet beaucoup trop tard. Et ils vont finir par tous les deux mourir sur l'Everest ce jour-là, parce qu'ils ont été aveuglés par la proximité du sommet, ils ont été aveuglés par les émotions du moment, et ils n'ont pas suivi leur décision de faire demi-tour. J'ajoute une petite note ici, qui est que si cette histoire vous intéresse, le livre s'appelle Into Thin Air de Jon Krakauer. Il est excellent. Il a été traduit, il me semble, en français. Et il a été adapté récemment en film, ou en tout cas cette histoire de cette expédition a été adaptée en film, et le film s'appelle Everest. Il est très bon, très anxiogène, terrifiant, mais c'est une belle étude de nature humaine. Et en parlant d'être coincé par une tempête en haut de l'Everest, vous pouvez entendre derrière moi du tonnerre et des trompes de pluie. Je m'excuse de la dégradation de la qualité de cet enregistrement. Je suis actuellement au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, et on est en septembre. Et le septembre au Vietnam, ça veut dire saison des pluies. Et donc, je suis en train de regarder des éclairs, du vent, des trompes d'eau qui tombent derrière ma fenêtre, que vous allez sans doute vous-même entendre sur l'enregistrement, et je m'en excuse, mais on va rapidement terminer cet épisode ensemble maintenant. Donc, je vous parlais à l'instant de nature humaine, de monter l'Everest, et le concept ici, c'est que avoir tort, en un sens, c'est contraire à la nature humaine. En un sens, les mécanismes qui sont implantés dans votre cerveau d'ego et de décision et d'émotion ne sont pas construits pour vous permettre d'avoir tort de façon élégante, de façon efficace, de façon flexible, de façon productive. Et donc, toutes ces approches dont on parle aujourd'hui en Silicon Valley, de fail early, fail often, de mentalité expérimentale, de lean startup, c'est des choses qui sont contre nature pour l'être humain.
Et donc il est utile d'avoir une pratique, d'avoir une ressource, d'avoir une habitude, d'avoir une discipline qui vous permet de mettre en pratique les différents éléments dont on a parlé dans ce podcast. Et moi, tous ces éléments ont été rassemblés dans une chose. Et cette chose, c'est le plan de 90 jours. Le plan de 90 jours, c'est l'idée que mon année est divisée en 4 et que chaque bloc de 12 semaines va avoir un plan qui va être établi au départ et qui va être suivi de façon rigoureuse pendant les 12 semaines. Mais qu'au bout de 12 semaines, tout est remis sur la table. Tous mes objectifs, toutes mes visions, toutes mes hypothèses vont être remis, vont être réétablis, vont être réexaminés. Donc le plan de 90 jours fonctionne en 5 étapes. Premièrement, vous allez établir une vision du monde actuel. Qui est-ce que vous êtes ? Quel est le marché sur lequel vous vous positionnez ? Quelle est la situation dans votre business ? Quelles sont vos ressources ? Quelles sont vos connaissances, etc. Vous allez établir une vision du monde telle que vous la voyez actuellement. Deuxièmement, vous allez établir des objectifs à long terme, de 3 ans. Et troisièmement, vous allez établir des objectifs à court terme de 90 jours. Vous avez donc maintenant une vision du monde actuelle, des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. Vous allez pouvoir maintenant utiliser le plan de 90 jours pour créer des hypothèses, pour créer un plan, pour créer l'idée de si je fais telle action, j'aurai tel résultat, pour essayer d'atteindre vos objectifs à 90 jours. Mais l'importance là-dedans, ce n'est pas le processus que vous utilisez pour planifier. Ce qui est important dans le plan de 90 jours, c'est le 5e point. C'est qu'au bout de 90 jours, vous allez pouvoir réexaminer à partir de 0 l'ensemble de votre plan. Vous allez pouvoir réexaminer, est-ce que ma vision du monde était correcte ? Est-ce que mes objectifs étaient les bons ? Est-ce que les hypothèses que j'ai établies, le plan que j'ai établi fonctionnent ou non ? Est-ce que les résultats que j'ai prédits se sont matérialisés ? Et vous vous donnez la permission tous les 90 jours de renégocier l'ensemble de votre business, de vos projets, de votre approche du marketing. Et cette approche-là, des 90 jours, je vais souvent prendre une journée entière. Et parfois, c'est encore mieux si je peux prendre plus de temps pour essayer de tout repenser à partir de 0. Et ça prend un peu de temps. Au départ, quand vous vous dites « j'ai quand même passé une journée à créer un plan, j'aurais pu faire quelque chose de plus productif ». Mais sur le moyen terme, sur le long terme, vous allez avoir des gains énormes du fait de pouvoir examiner les choses de façon rationnelle, de façon objective, tous les 90 jours. Si le plan de 90 jours vous intéresse, je vous renvoie encore une fois sur le podcast Nomade Digital. En l'occurrence, c'est l'épisode 12 qu'on a enregistré entièrement sur cette idée du plan de 90 jours où vous verrez, moi, comment est-ce que j'établis de façon concrète mon plan et comment est-ce que mon collègue Paul, qui enregistre l'épisode avec moi, a lui-même, de façon indépendante, établi le même principe de plan de 90 jours et comment est-ce que lui le fait. Donc on parlera exactement de comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices, etc. dans l'épisode complet du podcast Nomade Digital, qui est, je le rappelle, l'épisode 12. Donc vous tapez Nomade Digital, épisode 12 sur Google, vous trouverez ça très facilement. Et comme toujours dans cette série, la série habite sur le web à l'adresse marketingmania.fr/modèle avec un S. Et si vous vous rendez sur cette URL, vous trouverez toutes les ressources mentionnées, y compris bien sûr les liens vers les podcasts en question et les livres. En conclusion, avoir raison, c'est facile. Mais avoir tort et en tirer les bonnes leçons, ça c'est assez difficile. Et tout au long de ce podcast, je vous ai donné assez peu d'exemples au final qui viennent directement du marketing. Mais bien sûr, la seule chose dont on peut être vraiment certain aujourd'hui dans le marketing, c'est que ça bouge très vite. C'est que les applications, les techniques, les méthodes qui fonctionnent changent très rapidement. Et donc la seule chose dont vous pouvez être sûr, la seule constante, c'est le changement. Vous allez donc devoir fréquemment vous adapter, c'est-à-dire accepter que votre stratégie ne marche pas ou plus et mettre à jour votre vision du monde. Et je voudrais profiter de cette occasion pour terminer l'histoire que j'ai commencé tout à l'heure, l'histoire de Caroline. Caroline qui a lancé son business de e-commerce dans le domaine du sac à main en cuir sur mesure et qui n'a pas du tout réussi à faire des ventes. À ce moment-là, elle a deux façons d'accepter cette situation. Elle peut soit se dire « je vais me former au marketing, je vais apprendre à partir de 0 le marketing et je vais faire ça ». Ou alors soit elle peut mettre à jour ses visions du monde en se disant
Quand j'étais naïf, je pensais que je pouvais réussir dans le milieu du sac à main. Aujourd'hui, après y avoir passé X temps, après avoir testé telle technique et telle technique de marketing, j'ai découvert que cette idée n'était pas la bonne. Et donc elle accepte que l'argent, le temps, l'effort, l'ego, les émotions qui ont été investies dans le projet sont perdues. Et elle laisse tomber et elle va faire autre chose. Et en l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a décidé d'utiliser son expérience pour monter un business totalement différent de networking au Vietnam, qui a plutôt un bon succès, qui a bien décollé et qui se repose justement sur ses forces, qui repose sur une vision du monde qui est plus exacte, qui repose sur une meilleure compréhension des besoins du marché et qui repose sur une meilleure stratégie marketing, puisque c'est un business de networking qui fonctionne du coup très bien en bouche-oreille, ce qui n'était pas le cas dans le business de e-commerce. Et donc pour terminer, voici un résumé des idées dont on a parlé dans cet épisode. On a parlé des deux façons d'échouer. Dès que vous pouvez échouer soit en n'appliquant pas votre plan, ou alors vous pouvez échouer quand votre plan passe à côté de la plaque. Vous pouvez échouer quand votre vision du monde n'était pas exacte. Et là-dessus, on a parlé de comment mettre à jour votre vision du monde. On a parlé de quand il faut abandonner, c'est-à-dire quand vous avez obtenu des nouvelles informations qui vous permettent de mettre à jour votre vision du monde au point où votre plan d'origine ou votre objectif d'origine n'est plus pertinent. On a parlé de comment réguler vos émotions quand tout va mal et comment réguler vos émotions quand tout va bien. On a parlé de comment isoler votre ego de vos décisions afin de prendre de meilleures décisions. On a parlé de 3 techniques de pensée négative qui sont numéro 1, le pré-mortem, la pratique de vous demander comment est-ce que le projet peut échouer avant même de le lancer. On a parlé de la pratique d'expliciter vos hypothèses, de vous dire sous quelles conditions est-ce que le plan que j'ai mis en place va fonctionner et sous quelles conditions évidemment est-ce qu'il peut échouer, et de pouvoir, une fois que vous avez explicité ces hypothèses, eh bien les tester de façon très délibérée. Et 3e et dernière technique de pensée négative, on a parlé de comment définir un point de sortie à l'avance, comment définir le point où vous allez accepter que le plan ne fonctionne pas, de façon à ne pas devoir prendre la décision dans la situation où vous êtes le plus émotionnel. Et pour finir, je vais partager avec vous le système qui, moi, le plus aidé à avoir tort de façon plus efficace, à changer mon avis plus rapidement, à avoir moins d'émotions négatives face à l'échec, et c'est le plan de 90 jours. Et je vous renvoie encore une fois sur l'épisode 12 du podcast Nomade Digital pour avoir un épisode qui a été entièrement dédié à ce concept-là. Et c'est donc ici que se termine cet épisode, au son de la pluie, au son de ma petite musique de transition. Si vous avez aimé cette introduction aux modèles mentaux, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast. Donc c'est le podcast Marketing Mania. Pour ne pas manquer la suite, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. Et si vous voulez des instructions pour savoir comment vous abonner au podcast, eh bien il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/podcast. Et vous aurez des instructions sur comment vous abonner sur iTunes, comment laisser une évaluation, et comment vous abonner sur Android. Et je vous parlerai aussi sur ce lien-là de l'application que j'utilise pour écouter mes podcasts sur Android, au cas où vous êtes un nouveau dans le monde du podcast. Pour finir, si vous appréciez l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania, eh bien, ça me ferait très très plaisir, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour faire 2 choses. Premièrement, me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Surtout si vous utilisez iTunes. iTunes est un peu chiant, est un peu bancal, est un peu pénible. Mais faites-le et laissez-moi une évaluation sur iTunes, et ça apporte énormément pour mon business. Deuxième chose, partagez cet épisode avec un ami qui pourra en bénéficier, avec un contact. L'URL direct, c'est marketingmania.fr/modèle. Ce type d'épisode fonctionne bien par bouche à oreille. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez-le, ça me fait plaisir et je pense que ça peut aider quelqu'un dans votre réseau. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais tenter de rentrer chez moi dans le déluge complet et je vous dis à la semaine prochaine.